Connu également sous le nom d'effet Baader-Meinhof, l'illusion de fréquence est un phénomène curieux que nous expérimentons tous. Ce phénomène survient lorsqu'une personne, après avoir fait connaissance pour la première fois d'un fait, d'un mot, d'une interprétation ou toute autre chose, souvent étrange ou d'ordre à aiguiser la curiosité, rencontre à nouveau, parfois à plusieurs reprises, cette même chose peu de temps après sa découverte. Cela a une forte tendance à pousser par la suite, consciemment ou plus généralement inconsciemment, à chercher de nouveau cette même chose, et même à croire, de façon erronée, que le phénomène se produit ou apparaît fréquemment. Les personnes qui expérimentent l'illusion de fréquence sans avoir connaissance de ce biais ont souvent le sentiment d'être persécutées ou espionnées, ou à l'inverse, d'être touchées par le doigt d'un ange, d'un guide spirituel ou encore d'un être de lumière. Et pourtant, il ne s'agit ici ni de Big Brother, ni d'un philanthrope astral, mais bel et bien de différents processus se déroulant dans notre cerveau. Dans une journée, nos sens sont bombardés par une grande quantité d'informations qu'il nous est impossible de traiter totalement. Pour cette raison, notre cerveau utilise une attention sélective pour distinguer les stimuli. Nous pouvons ainsi nous concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse. Mais cette nouvelle information, que nous voyons soudainement partout, n'est pas sortie de nulle part. Elle a toujours été là. Ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'auparavant, cette information n'avait pas d'importance pour nous, de sorte que notre cerveau l'ignorait. Mais maintenant que nous en avons pris conscience, notre esprit la considère désormais comme pertinente, la classe dans les choses qui nous intéressent, nous forçant alors à ne plus l'ignorer. L'effet de simple exposition est un type de biais cognitif qui se caractérise par une augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. En d'autres termes, plus on est exposé à un stimulus, personne, produit de consommation, lieu, discours, etc., et plus il est probable qu'on l'aime. L'application la plus fréquente de cet effet cognitif est la publicité, qui procède à la répétition du même message ou à la diffusion des mêmes marques de la manière la plus intensive possible, ou le domaine politique, dans lequel cet effet permet de déplacer la fenêtre d'Overton, allégorie qui situe l'ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme plus ou moins acceptables dans l'opinion publique d'une société. En France notamment, on a largement évoqué le rôle des médias dans la popularisation des idées du Front National, comme relevant d'un effet de simple exposition, ou au contraire, dans la diabolisation selon les périodes et besoins des gouvernements en place, passant alors par l'utilisation d'autres biais. Mais il en est ainsi de toutes les idées de tous les partis politiques véhiculées par leurs partisans, et plus généralement, de tous les personnages politiques qui ont accès aux médias. Les effets de contexte sont des aspects de la psychologie qui traitent de la perception ou de la façon dont l'esprit humain considère un objet ou un événement. Plus précisément, le phénomène aborde l'impact d'un signal environnemental sur la perception humaine. Comme tout aspect de la perception, les effets de contexte peuvent créer un décalage entre la réalité de l'objet ou de l'événement et la perception du dit objet ou événement. Un stimulus est tout ce qu'un individu peut voir, sentir, toucher, goûter ou entendre. Ce sont eux qui induisent des effets de contexte. Le principe théorique de la perception constructive stipule que l'esprit humain intègre divers éléments d'entrée sensorielle entrante pour composer une compréhension mentale globale d'un objet ou d'un événement. Cette vision de la pensée humaine est connue sous le nom de conception ascendante, car on utilise des pièces ou des aspects comme base pour construire quelque chose de plus grand. La capacité de l'esprit à intégrer son environnement est un exemple majeur d'effet de contexte. Dans l'effet de supériorité d'objet, un individu peut reconnaître un objet vu dans son intégralité, mais ne pas reconnaître le même objet lorsqu'il est divisé en parties séparées. Cette idée fait partie de l'effet de supériorité configurale, qui considère comment l'orientation et la composition d'un objet dans un espace affectent la perception. Il existe de nombreux autres types d'effets de contexte.
Un autre cas se produit lorsque des individus perçoivent la luminosité d'un objet et que la luminescence apparente est affectée par le niveau de luminosité entourant l'objet. De même, d'autres aspects de l'apparence des objets environnants peuvent influencer la façon dont un individu perçoit un certain stimulus. Un tel effet comparatif est connu sous le nom de contexte analogue. Par exemple, un homme légèrement obèse peut sembler en surpoids morbide en présence d'une troupe de danseurs ultra minces, tandis que le même homme devient soudain lui-même maigre s'il est placé aux côtés d'une famille de lutteurs de sumo. Les effets de contexte sont même présents dans les comportements quotidiens. On peut agir très différemment dans une bibliothèque par opposition à une boîte de nuit. Alors que la personnalité individuelle reste la même, l'environnement, le contexte, influence le comportement réel. Les effets contextuels agissent sur presque tous les aspects de la vie d'un individu, de la façon dont on voit le monde à la prise de décision importante. Un décalage empathique chaud-froid est un biais cognitif par lequel les gens sous-estiment les influences des pulsions viscérales sur leurs propres attitudes, préférences et comportements. Le point clé de cette idée est que la compréhension humaine est dépendante de l'état. Lorsqu'on est en colère, état chaud, il est difficile de comprendre ce qu'est d'être calme. Lorsqu'on est serein, état froid, il est difficile de comprendre ce qu'est d'être perturbé. Quand on est aveuglément amoureux de quelqu'un, il est difficile de comprendre ce qu'est de ne pas l'être. On a donc fortement tendance à mieux comprendre les autres lorsqu'on est dans le même état d'esprit qu'eux. Et à contrario, on a toutes les chances de se méprendre et de s'engouffrer dans des incompréhensions lorsque nos états, bien que totalement ponctuels, sont à l'opposé l'un l'autre. L'effet de supériorité de l'image se réfère au fait que notre cerveau apprend et retient plus facilement les notions apprises à travers les images comparées à celles apprises par les mots. Autrement dit, nous retenons mieux les images que les mots et donc apprenons mieux et par extension sommes plus sensibles à des formes de manipulation à partir de visuels que de phrases. On utilise d'ailleurs l'expression « mieux vaut un bon dessin qu'un long discours ». Alan Pevio a démontré en 1971 que notre mémoire intègre l'information selon deux codes différents, le code verbal et le code symbolique ou imaginaire, donc celui des images. Or, quand nous sommes face à un stimuli visuel, une image, notre cerveau génère à la fois un code symbolique et un code verbal. Il code le visuel et l'associe à un mot. Mais lorsque nous sommes face à un stimuli verbal, notre cerveau génère généralement uniquement un code verbal. De fait, lorsque notre mémoire souhaite récupérer l'information codée pour se souvenir de quelque chose, elle a alors bien plus de facilité à retrouver les images qui sont doublement codées. Le principe de supériorité de l'image peut être appliqué à beaucoup de domaines, que cela soit en termes d'apprentissage pour faire retenir quelque chose plus facilement, mais également dans les domaines du marketing, de la communication ou de la publicité, pour faire en sorte que l'audience retienne bien plus facilement les messages, voire s'imprègne des idées.